Dans ce cours, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux microgestes de la voix. Dans un premier temps, nous allons étudier ces aspects physiologiques avant de regarder dans un second temps l'usage de la parole dans ce que nous avons appelé la construction dynamique d'un discours. Après avoir appréhendé les mécanismes de la phonation, de la respiration à la production du geste vocal, nous regarderons comment nous jouons avec la musique des mots dans la progression d'une phrase parlée, que ce soit dans son parcours intonatif, avec ses césures, ses accentuations, que ce soit dans le découpage syntaxique d'une phrase en unités de sens. Mais étudions tout de suite les caractéristiques acoustiques propres à cet instrument de travail qu'est la voix de l'enseignant. Je dis souvent aux étudiants que l'enseignant est un sportif de haut niveau dans l'usage de sa voix parlée. Plusieurs enquêtes, que ce soit celles de l'INSERM ou de l'Amgen, ont montré que les enseignants avaient 2 fois plus de risques qu'une autre profession d'avoir des problèmes vocaux. Cela peut sembler être une évidence, mais il est bien de le redire pour montrer tout l'intérêt de la question que nous posons aujourd'hui. C'est pour cela qu'en formation, nous mettons en place des unités d'enseignement où nous nous efforçons de sensibiliser les étudiants qui s'inscrivent dans les masters des métiers de l'enseignement du premier et second degré. Les futurs enseignants de demain pour faire en sorte qu'ils se préoccupent de leur instrument de travail. Mais commençons par décrire les caractéristiques physiologiques de l'instrument. La voix est intrinsèquement liée au mécanisme de la respiration. Pour en prendre conscience, nous avons fait réaliser avec l'aide du service ICAP une animation en 3D que je vais commenter pour rentrer à l'intérieur même des caractéristiques physiologiques de la phonation, du système respiratoire jusqu'au mouvement des cordes vocales, afin que chacun puisse se représenter mentalement ce qui se passe à chaque mot que nous prononçons. Pour cela, je me suis entouré du regard d'un expert, Jean Blaiseroch, un phoniatre, ce médecin spécialiste de la voix. Mais regardons ce document de la respiration. Dans cette animation, regardons l'importance de la sangle abdominale dans le mécanisme de la respiration, que l'on appelle aussi la colonne d'air. Vous constatez que toute la cage thoracique est en mouvement. La sangle abdominale avec les muscles transversaux auxquels sont reliées les côtes, ces dernières qui s'élargissent et se rétrécissent en fonction du mouvement expiratoire. Remarquez la place de la colonne et le léger mouvement des dorsales qui se redressent jusqu'à induire cette posture d'autorité de l'enseignant. Vous voyez le diaphragme, le mouvement des côtes qui s'élargissent, et toute la sangle abdominale avec les grands droits et les transverses qui jouent ce rôle de régulateur du diaphragme. Ici, vous constatez que le diaphragme ressemble davantage à une sorte de parachute et c'est lui qui joue le rôle de pompe sous les poumons pour emmener l'air jusqu'aux cordes vocales. Il est le muscle inspirateur qui génère l'énergie de la parole. C'est ce muscle qui permet la respiration. Il monte et il descend, venant sous-tendre la pression de l'air dans les poumons. Enfin, l'air est propulsé par le diaphragme qui arrive en direction des cordes vocales. Nous avons ici représenté le larynx avec les cordes qui se mettent en mouvement grâce au cartilage aryténoïdien qui pivote et induisent un mouvement ondulatoire des cordes vocales qui vont ainsi créer le son. Comme nous venons de le démontrer, il est donc capital pour un enseignant de comprendre ce mécanisme de la respiration et notamment de prendre la mesure de l'incidence de la position du corps, de sa posture. C'est de cette position stable, avec une certaine tonicité musculaire, que va dépendre la qualité de la voix. Comme pour un instrument de musique, si l'émission du son se produit au niveau du larynx, avec les cordes vocales, cette première vibration mécanique va devoir être amplifiée par différents résonateurs. C'est en premier lieu la tête, les cavités creuses, que l'on appelle les résonateurs supérieurs, mais l'amplification dépend aussi de la cage thoracique et même de tout le corps. Si je suis tendu, crispé, tout mon corps étant contracté, le son ne pourra être de qualité.
comme si je remplis un violoncelle de sable. Je vous laisse envisager ce que l'on entendrait. Quand je rentre dans une classe avec ma caméra, en quelques secondes, je vois si un enseignant existe uniquement cérébralement de la tête dans une émission très resserrée ou s'il existe de la plante des pieds jusqu'au coussinet des doigts. C'est une image qui peut paraître réductrice, mais pourtant la qualité et la bonne santé de sa voix vont dépendre entièrement de sa posture, de sa capacité à puiser une énergie au sol afin de pouvoir la restituer en direction de ses élèves. Sans cette tonicité musculaire, l'instrument ne fonctionnera pas correctement. L'essentiel des problèmes vocaux résulte de ce non prise en compte de l'ensemble de ces paramètres. Toutes les tensions accumulées venant progressivement se rassembler au niveau de la gorge et du larynx, ce qui finit par donner une voix gutturale qui met en scène une non-confiance de la personne. Le stress imprime des tensions aux cordes vocales qui finissent par les congestionner et même créer des problèmes vocaux plus sérieux qui peuvent aller jusqu'à l'extinction totale de la voix. La petite démonstration qui suit va vous faire comprendre le lien qui existe entre l'émission d'un son, son amplification et la posture de l'enseignant. Je peux me mettre à parler avec la gorge, comme cela. Si je me mets à parler comme cela, au bout de quelques secondes, ma voix me picote déjà. Le timbre de la voix est vite agressif. Je peux aussi faire descendre la voix dans la poitrine. Enfin, on peut montrer où se situe la vibration dans ce corps, caisse de résonance, de la sangle abdominale jusqu'à la tête. Ha ha ha, ho ho, hu hu. Mon corps joue un rôle de caisse de résonance. Nous voyons bien que tout le corps amplifie une première source sonore émise par les cordes vocales. Il s'agit bien là d'un micro-geste professionnel qui devrait s'apprendre si l'on veut rendre sa voix, son instrument de travail, plus performant. Après avoir vu le mécanisme de la respiration, nous voyons là l'impact de la posture sur le micro-geste de la voix. Quand je parle, tout mon corps va et peut devenir le lieu de la parole exprimée. De là va naître la conviction de l'enseignant, l'énergie vitale du discours qui saura ou non entraîner la motivation et la participation active des élèves. Mais à ce propos, qui mieux qu'un phoniatre pour en parler? Nous avons interrogé Jean-Blaise Roch et voici ce qu'il nous dit lorsque nous lui posons la question. Peux-tu maintenant nous parler un petit peu de la physiologie? La physiologie de la voix fonctionne comme un moteur, avec une source d'énergie, un transformateur d'énergie et un modulateur d'énergie. Ces trois éléments sont trois étages d'une fusée, dont l'élément central serait effectivement le larynx. Alors, la fourniture d'énergie, c'est le souffle, c'est tout le travail respiratoire, le diaphragme, les côtes, la colonne, le poumon, tout ça. La transformation de l'énergie, c'est la fabrication du son primaire. Ça se fait dans le larynx. On a deux petites cordes vocales qui sont horizontales et qui se rejoignent en avant, un petit peu à la manière de mes doigts ici. Et à partir de là, le son va évoluer dans les cavités supraglottiques. Elles vont être modulées par ce troisième élément de la physiologie de la voix, qui est les résonances. On peut reprendre ces trois éléments de la fusée, comme tu dis, ces trois... Oui. Et que tu nous expliques un petit peu comment ils fonctionnent d'une manière un peu schématique. Alors bien sûr, on ne parle que sur l'expiration. Le principe d'une bonne respiration pour la voix, c'est de produire pour le larynx juste un débit et une pression suffisante. Mais de ne pas avoir de tensions qui vont se mettre à serrer le larynx, qui vont mener à des pathologies comme on le verra plus tard. Alors si je te comprends bien, il faut être suffisamment tonique, mais pas tendu. Voilà. Tonique mais pas tendu, c'est-à-dire ouvert, disponible, attentif, mais pas tendu. Tu peux nous faire voir comment fonctionne en gros une corde vocale, si tu avais à nous le montrer là. Qu'est-ce que tu ferais? Alors une corde vocale, c'est une sorte de ligament qui est soutenu par un muscle en arrière et qui a une muqueuse en superficie. Et ce ligament, s'il est assez épais, il va vibrer de cette manière, c'est-à-dire qu'on suppose que le souffle, il pousse de bas vers le haut, et donc là, ça va vibrer de cette manière. Mais il y a d'autres systèmes aussi où on voit que la vibration est beaucoup plus fine et ça va vibrer de manière beaucoup plus rapide. Ça sera très utile pour les sons aigus. Et c'est l'air qui vient créer la vibration, qui crée le son. C'est l'air qui nourrit le mouvement de la corde vocale et c'est le mouvement de la muqueuse de la corde vocale qui va créer le son.
Tu viens de nous parler justement de la respiration, on a parlé aussi du mécanisme de création, de la vibration. Peux-tu nous parler un petit peu maintenant des résonateurs, comment le son est amplifié, la caisse de résonance d'une certaine manière? Alors le son qui naît ici, il va évoluer dans des cavités supraglottiques, il va passer derrière la langue, il va passer peut-être par le nez, ou il va passer dans la bouche aussi. Et c'est la modulation de ces différentes cavités de résonance qui va faire nos voyelles. Un A, un I, un O, un OU. C'est la position de la mandibule, de la mâchoire, c'est la position de la langue, c'est le voile, s'il est levé ou s'il est abaissé. Tout ça, ça fait nos phonèmes de la parole. Ça constitue la parole. Et puis pour les chanteurs, il y a un plus, parce que le chanteur, il va chercher un timbre bien fourni, bien régulier pour se faire entendre de loin. Donc il va chercher une sorte d'écho ou une sorte d'accord entre la résonance et la vibration pour que la vibration soit le plus efficace possible au moment où elle sort du visage du sujet. Et si cette vibration est bonne, on aura des vibrations osseuses transmises et on va le sentir. On va le sentir, d'où l'expression la voix dans le masque ou la voix de tête, parce qu'on sent que ça vibre dans le masque ou dans la tête. Pour finir cette explication physiologique, regardons une vraie corde vocale dans son mouvement vibratoire. Le mouvement est bien entendu ralenti, la voix fonctionnant à plusieurs centaines de vibrations par seconde. C'est donc sous une lumière stroboscopique que nous pouvons voir le mouvement ainsi décomposé. Vous voyez aussi l'épiglotte qui est ce petit clapet qui, situé sur le bas de l'écran, va se refermer comme un couvercle, protégeant ainsi le système respiratoire du système digestif lors de la déglutition des aliments. Nous venons de voir les aspects physiologiques, nous allons maintenant nous intéresser à ce que nous avons appelé la construction dynamique d'un discours.